Heureusement, comment autant de petits pays arrivent à produire autant d'histoires, d'ailleurs. Heureusement, mais voilà, l'Albanie, oui, bon, l'Albanie est magnifique, de telle diversité de paysages, de sud au nord, de l'est à l'ouest. Moi, j'ai mon petit faible en Albanie qui est plutôt pour la région de Korça, d'ailleurs, qui avait été à un moment donné sous la gouvernance française, Mhm. d'ailleurs. Il y a eu des troupes françaises. C'est le petit Paris, tous ces villages, beaucoup de villages où j'ai fait beaucoup de trekking il y a assez longtemps, que j'aime aller revoir aussi. Euh, Prendre le temps de la pause, même presque mais, la pause au bord du lac d'Ohrid, une espèce Oui. de lac immense, figé, un peu Mhm. mystérieux comme ça. Et le lac de Prespa, on oublie souvent le lac de Prespa qui est derrière, Aussi, ouais. où les eaux coulent entre les deux lacs. Il y a des choses magnifiques qui sont là. Vous pouvez passer en Grèce et puis revenir de la Grèce, revenir en Albanie. Enfin, il y a énormément de circuits. C'est pas si grand, donc on peut facilement. En fait, l'avantage, c'est vraiment des pays où on peut improviser facilement. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Destination Est. On est aujourd'hui avec Sébastien Gricourt. Bonjour Sébastien, comment allez-vous ? Bonjour Thibaut, ça va très bien. Salutations de Pristina. Alors tout à fait, parce qu'aujourd'hui donc on va parler du Kosovo, c'est bien ça ? Exactement, la capitale du jeune État qui va fêter ses 15 ans d'indépendance le 17 février. Eh ben, bon anniversaire en avance. Et donc, qui êtes-vous, Sébastien, et de quoi exactement vous allez nous parler aujourd'hui ? Écoutez, je peux parler au Kosovo de plein de choses, mais je crois plutôt que je vais en parler de façon à ce que l'on puisse venir ici, que les gens aient envie de venir. Pour le reste, je suis de retour au Kosovo depuis 13-14 mois maintenant, mais dans une mission officielle auprès du gouvernement kosovar. Je suis conseiller aux affaires européennes en général. Pour le reste, j'y ai beaucoup vécu ici et dans toute la région des Balkans entre 97 et 2010. Puis j'ai fait d'autres choses pendant la décennie avant de revenir donc dans cette région que je connais bien et ce Kosovo en particulier. Voilà. Justement, comment elle est venue cette passion pour les pays d'Europe de l'Est et les pays des Balkans Alors, plus particulièrement ? eh bien, écoutez, ça va pas, ça va me rajeunir. Ça remonte finalement mes années de lycée et ma sortie de lycée, où on était en plein chute du mur de Berlin, du bloc de l'Est, tous ces pays d'Europe de l'Est qui devenaient des pays nouveaux en fait pour notre époque. Et puis, il y avait encore un seul pays qui était fermé, hein, les irréductibles communistes, si je puis dire, du régime communiste, de celui de l'Albanie. Donc, en fait, mon attrait est venu plutôt sur l'Albanie. Quel est ce pays? Et avec deux amis, en juillet 90, je venais d'avoir 20 ans, nous sommes venus direction de l'Albanie, mais qui était un pays fermé encore. Et le train nous a fait passer par, évidemment, la Yougoslavie et le Kosovo. Mais je crois que j'ignorais à l'époque que j'étais au Kosovo. Je sais que j'étais à Pristina. Pour moi, c'était encore la Yougoslavie, sauf que voilà, je suis tombé avec mes deux amis en plein couvre-feu, des actions militaires policières à tous les coins de rue. C'était l'époque où Slobodan Milosevic avait déjà supprimé l'autonomie du Kosovo, de la province du Kosovo à l'époque, et puis en gros avait expulsé tous les Albanais des institutions publiques. C'était le début de l'instauration d'un vrai régime d'apartheid. Donc mon intérêt, j'ai pas pu rentrer en Albanie avec mes amis, c'était fermé, mais voilà. Du coup, en attendant de découvrir l'Albanie, ce que j'ai fait assez vite par la suite, on est allé en Roumanie, on est passé quelques jours au Kosovo et les quelques jours que j'ai passés m'ont directement attiré vers l'apprentissage de la langue albanaise. D'accord. J'en avais discuté avec Yul Rugova à l'époque,
qui est toujours, je crois, adjoint à la culture à la ville de Pristina, et Mhm. qui me disait qu'effectivement, dans les années 90, les Albanais du Kosovo étaient une minorité en Yougoslavie, et justement qui vivaient des choses vraiment dangereuses pour eux, enfin qui pouvaient pas non plus aller à l'école, tout ça, Mhm. tout ce genre de choses. Euh, Est-ce qu'on peut expliquer exactement ce qui s'est passé dans les années 90 au Kosovo? Alors, je veux pas trop me tomber dedans, puisque en plus j'étais là aussi pendant la guerre, avant, pendant et après la guerre, mais disons Ouais. que grosso modo, effectivement, ces années 90 sont devenues des années de résistance pacifique, en tout cas une première partie des années 90, face finalement à une minorité dans la Yougoslavie, mais une majorité de la population au Kosovo, Mhm. était en fait exclue des institutions publiques, donc il a fallu apprendre à vivre et à survivre. Beaucoup ont choisi l'exode, ont été forcés de l'exode, notamment pour pas rejoindre les troupes militaires pour aller faire la guerre en Bosnie, par exemple. Et puis, le système s'est organisé, un système parallèle s'est organisé, donc pour toutes les institutions et même des championnats de football parallèles, hein, Oui. par exemple. Mais bon, à côté de ça, il y a eu énormément d'arrestations, notamment de répression. Il y a eu un parlement parallèle qui a déclaré à un moment donné aussi, qui a fait toute une déclaration sur l'indépendance, enfin tout ça. Et puis, Dayton est arrivé en Bosnie, 95, et puis c'est vrai que là, on découvre au Kosovo que bah, il n'y a toujours pas d'intérêt pour le Kosovo, malgré le Oui. lobby, malgré la cause de la résistance pacifique. Et c'est vrai que face à la répression qui ne faisait que croître, bah, le mouvement armé a fini par venir s'organiser. Il a commencé à avoir vraiment des combats, et puis au fur et à mesure, voilà, pour arrêter ensuite de véritables, par contre, actes des crimes de masse, des génocides, il y en a eu, et les villageois, on a commémoré le massacre de Retchak récemment, le 15 janvier, bon, c'est un exemple. Il y en a eu bien d'autres, et puis il a fallu à la fin que l'OTAN intervienne pour arrêter tout ça, quoi. Oui. Et donc, depuis, vous allez donc régulièrement au Kosovo et à Pristina. Aujourd'hui, vous vivez à Pristina? Alors oui, j'y vais, j'y vis, et même pendant les 10 ans où je fais d'autres choses, et notamment à travers dans d'autres pays du monde, j'essaie de venir au moins une fois par an ou deux fois pour diverses activités, en général invité soit à des séminaires, des conférences, mais des activités aussi littéraires, puisque je traduis de l'albanais au français. Mais en général, je viens dans la région, c'est-à-dire j'essaye de, voilà, c'est pas que le Kosovo, je vais en Albanie, en Macédoine, la Serbie beaucoup moins, mais j'ai eu l'occasion. Et puis la Bosnie, le Monténégro, pas tous ces pays qui sont engagés de toute façon depuis déjà la sortie de la guerre au Kosovo, mais depuis 2003, le sommet de Thessalonique en juin 2003, dont on va fêter en juin 2023 les 20 ans, la promesse, l'engagement européen pour la voie européenne, la voie de l'intégration européenne pour ces 6 pays des Balkans, a déjà été proclamé en juin 2003. Et donc, voilà, c'est des pays que j'aime suivre sur voir où ils en sont sur la voie de leur intégration européenne. Oui. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites au Kosovo en quelques mots? Je suis conseiller aux affaires européennes auprès du vice-premier ministre qui est en charge de l'intégration européenne. Très bien. Voilà. Et je suis Parfait. envoyé par la France. Voilà. D'accord. Très bien, très bien. J'avais une question. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué la première fois que vous êtes arrivé au Kosovo et dans la région même directement? Alors c'est vrai que la première fois, c'est une sortie de train, puisque nous étions venus en train à l'époque, c'était les billets Interrail, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était la façon Oui. de voyager pas cher. Parce que sinon, je pense que je serais allé en Amérique latine, hein, si j'avais eu l'époque. Mais ce qui m'a marqué, bon, d'abord, ça a été l'accueil tout de suite parce qu'on est sorti du train à ce qu'on a, Fushkosov, où il y avait la gare, qui est en bonne sortie de Pristina, et tout de suite, un Albanais nous a pris en charge, nous a dit, c'est pas le moment de rester dehors. Euh, et donc, nous a accueillis tout de suite dans un appartement. Très tôt le matin, trop tôt le matin, nous a fait sortir de l'appartement pour éviter qu'il ait des problèmes ensuite avec la police pour nous avoir hébergés. Donc, en fait, ce que j'ai vu tout de suite, ce que j'ai remarqué, c'est une très forte résilience, en fait, de la population. Tous les contacts qu'on a pu avoir, c'était des gens qui restaient très calmes, mais qui étaient quand même déjà en train de vivre une forte pression. Et voilà. Donc, c'est ça. Et je dirais que ce sentiment de résilience et de patience a traversé la décennie et existe encore d'une certaine mesure.
Même si aujourd'hui, ce qui me marquerait peut-être plus, c'est vraiment une véritable vivacité, parce que c'est une population très jeune et une envie d'aller de l'avant. Bon, c'est des gens très occidentalisés aussi, hein, Mhm. parce que dans le malheur, l'avantage de l'exode forcé fait qu'ils ont vécu en Europe de l'Ouest et qu'en fin de compte, les leçons, les contacts, les leçons, la culture, tout ça a imprégné. Donc elle est là aussi. Tout cela Ouais. est ici. Ouais, moi, c'est ce qui m'avait marqué. Alors, je suis allé une fois à Pristina, c'était en 2017-2018, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était une ville qui était totalement en reconstruction et une ville hyper jeune aussi, avec des jeunes qui se baladent de partout, beaucoup de cafés, beaucoup de terrasses et tout ça. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait marqué à l'époque. Oui, c'est Euh, très vivant et c'est évidemment les constructions. Par contre, évidemment, c'est une ville qui ne cesse de s'élargir. Bien sûr. Quand je compare le premier appartement où j'ai vécu en 97, qui était le dernier palate, enfin le dernier immeuble de couleur rouge, de briques rouges, et qui donnait directement sur les vallons, la campagne, aujourd'hui, je ne reconnais plus parce qu'il n'y a plus que la ville qui s'est étendue. Les collines, on a construit sur toutes les collines et au-delà. Donc, il y a des quartiers aujourd'hui, je ne sais pas où je suis quand je m'engage dans la rue. Mais donc, bon, voilà. Et donc, alors où on en est justement, une petite question que je voulais vous poser, où on en est pour le Kosovo sur l'accession à l'Union européenne? Alors, le Kosovo, effectivement, malgré la difficulté qu'il a dans son propre statut, puisque 5 États membres de l'Union européenne ne reconnaissent toujours pas l'indépendance du Kosovo, mais la réalité, c'est que le vrai processus d'intégration, il y a longtemps qu'il a commencé, avec un accord de stabilisation association, une feuille de route pour cela, les critères qui sont évalués chaque année par la Commission européenne. Et du coup, comme le Kosovo était le seul pays de la région qui n'avait toujours pas déposé sa candidature, il y a eu tout un travail de fait au cours de l'année 2022 pour que cela ait lieu, en pleine coopération d'ailleurs avec la présidence de la République tchèque à ce moment-là, donc le Mhm. deuxième semestre 2022. Et la candidature du Kosovo à l'Union européenne a été déposée le 15 décembre. Le défi maintenant, c'est effectivement que le Conseil l'analyse, en discute, idéalement pendant ce premier semestre, et puis autorise la Commission européenne à transmettre au Kosovo le questionnaire de milliers de questions voilà, qui seront ensuite évaluées. Donc tout cela peut prendre plusieurs années ou pas. Ouais. Enfin, la Bosnie, tout ce que ça a pris, c'est que maintenant qu'ils ont pu avoir leur statut. Évidemment, il y a des raisons, sans doute, des raisons géopolitiques qui influent à partir du moment où on donne, on octroie le statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie, et Mhm. on a failli le faire pour la Géorgie. On se demande pourquoi les 6 pays des Balkans, au moins, auraient complété la phase je dépose ma candidature et je deviens candidat officiellement. Ouais. Pourquoi ne pas le. Non. Ouais, ouais. Et on sait en même temps qu'il y a aussi énormément de problématiques dans la région, notamment la relation entre la Serbie et le Kosovo. Le problème aussi, la problématique des visas pour les Kosovars pour pouvoir accéder à l'Union européenne. Donc il y a encore énormément de travail là-dessus. Alors là-dessus, sur les visas, pareil, on a énormément travaillé, aussi d'ailleurs avec la présidence française, qui était le Mhm. premier semestre, qui a, qui a instigé aussi quelque chose qui s'est finalement concrétisé avec la présidente tchèque. Non, aujourd'hui, si tout va bien, là, c'est vrai qu'il ne reste plus que de procédures, mais normalement, au 1er janvier 2023, il n'y a plus de sujet sur la libéralisation des visas, c'est-à-dire la Ok. possibilité aux Kosovars de pouvoir voyager sans visa sur une période de 3 mois maximum. Donc c'est ça Ouais. la libéralisation des visas, parce que des fois on ne sait pas de quoi on parle, mais non, les visas sont toujours nécessaires pour les longs séjours, pour les étudiants, Bien sûr. etc. Mais quand il s'agit des gens d'aller voir leur famille sur un week-end, d'aller passer un week-end à Rome ou à Paris, à Disneyland, ou tout ça, enfin, Il y tout avait, cela, il n'y aura plus besoin de ces procédures pénibles. Donc, à partir de l'année prochaine, normalement, ce n'est plus une thématique. ouais. C'était aussi une problématique pour les artistes pour pouvoir se Oui, déplacer à l'étranger, notamment dans la musique ou dans les arts, pour pouvoir jouer et montrer leur talent à l'étranger. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas énormément, enfin moi je connais pas énormément d'artistes musicaux kosovars à part les reconnus comme Dua Lipa ou d'autres. Mais c'est aussi, ça a aussi été un problème, en tout cas, pour le développement de la musique à l'intérieur du Kosovo. tout à fait. Et le sport aussi, et tous les Ouais, athlètes, avec les JO qui tout à viennent fait. maintenant, évidemment, on peut pas. Voilà.
une vraie coopération française, franco-kosovare qui se met en place, même à travers le sport d'ailleurs. Donc, Mm. il y a énormément de choses qui se font en bilatéral maintenant. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Bon, très bien. Bonne nouvelle, en tout cas, à entendre tout ça. Ouais. J'avais une autre question qui concernait un peu le domaine politique français et d'Europe de l'Est. On sait que l'extrême droite et la droite en France euh, prennent un peu les sujets, enfin, euh, mettent en avant leurs relations avec des dirigeants d'Europe de l'Est. Elle en est où la gauche aujourd'hui avec l'Europe de l'Est? Oui, alors là, c'est un terrain, effectivement, sur lequel je voudrais pas trop rentrer, mais Mhm, m'interroger parce que vous savez ce que j'ai fait aussi dans le passé, donc je comprends bien, mais je pense que les choses ont changé, mais effectivement, il y a eu, de toute façon, la France a toujours eu du scepticisme vis-à-vis de l'élargissement, c'est que ce soit à droite ou à gauche, c'est historique. Ensuite, il y a eu sans doute une tendance à un moment donné de déléguer énormément de choses à la Commission européenne. On s'est dit, les Balkans, bon, ben, la Commission européenne s'en occupe, on a le rapport une fois par an. C'était assez dilettante, ça évitait d'ouvrir la thématique. Voilà. On parlait des Balkans autour de préconçus, sans doute de préjugés. Voilà, je pense qu'au contraire, le fait que l'extrême droite, que l'extrême droite s'en occupe, parce qu'en gros, l'extrême droite instrumentalise mhm, l'élargissement, instrumentalise à travers les questions migratoires, mais pas que, des narratifs qui sont souvent des fake news, en fait, et qui traversent la région. À un moment donné, finalement, je crois qu'à gauche, je pense aussi à droite, ça doit se passer. On se retourne à nouveau vers les Balkans, mais aussi pour la bonne raison que depuis quelques années, il y a un sentiment profond que c'est devenu un intérêt géostratégique et géopolitique important pour l'Union européenne. Ça a mis du temps à convaincre, mais à partir du moment où des acteurs tiers comme la Russie, la Chine et même la Turquie ont profité du vide des influences dans la région, où en gros les Européens se contentaient effectivement de déverser beaucoup d'argent, et de façon bureaucratique de suivre les progrès voilà, sans que les États membres, beaucoup, y regardent à deux fois, à part deux, trois États membres quand même. L'Allemagne est très présent, a toujours suivi ça de près. Donc, à partir du moment où on s'est rendu compte que c'était aussi des zones de conflictuelles, des zones d'intérêt qui s'opposaient et où le fait que la Russie, comme la Chine et surtout la Russie, en fait, peut utiliser les Balkans comme une zone de diversion et de mettre en tension les États membres entre eux et décorner l'Union européenne, ou quand la Chine peut se permettre un certain nombre de choses qu'ils ont fait, comme au Monténégro ou même en Serbie, je veux dire, mais mhm, mettre la main mise certaines industries, de se permettre à travers les marchés publics de prendre des parts dans les sociétés. Enfin, tout cela, on s'est rendu compte que, bon, à un moment donné, comme la Russie avec l'énergie dans la région, enfin, voilà, les Européens ont compris qu'il fallait quand même y regarder davantage, et c'est devenu officiellement, d'ailleurs, depuis c'est devenu depuis la première stratégie européenne en 2016, là, celle qui a été sortie. le Bon, le oui, sommet de Berlin. ça ne Mogherini aussi, enfin tout ce qui a été dit autour de cette période, Oui. c'est que oui, aujourd'hui on le voit très bien dans tous les documents de la Commission européenne, les Balkans sont devenus un investissement géostratégique de l'Union européenne. Et Mhm, puis au final, d'ailleurs, quand on avait fait une étude pour l'Observatoire Balkan de la Fondation Jean Jaurès en partenariat avec d'autres il y a 3 ans, je crois, sur l'opinion publique française, il était intéressant, c'était surtout le long de l'année, mais il était intéressant de noter que après avoir testé plusieurs groupes, il y avait des renversements d'opinion une fois qu'on mettait vraiment une carte en face des yeux des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se rend compte qu'on parle d'une région de à peine 18 millions de personnes réparties en 6 pays et qui sont déjà entourés d'États membres de l'Union européenne, finalement, on se demande pourquoi il y a ce trou là au milieu. oui. Mhm. Ça devient logique en fait. C'est ça, il faut faire de la médiation auprès des gens pour leur expliquer pourquoi, Ah, oui, oui, il faut faire attention, il faut être présent. Je pense bien que les sûr, familles politiques raisonnables doivent être présentes pour combattre aussi les narratifs négatifs, chrysogènes, Mhm, anxiogènes qui peuvent circuler. bien sûr, et aider la Non, société civile aussi sur place à bien se développer. entendu. Allez Mhm. aider, elle est là, elle est présente, elle agit, hein. Ouais, c'est clair. On va passer à des questions maintenant un peu plus sur Pristina et le Kosovo parce que c'est aussi le sujet du podcast. Alors, quels sont vos trois coups de cœur de Pristina ou du Kosovo? Alors, mes trois coups de cœur, c'est pas évident comme ça. Parce que je pourrais dire trois villes, par exemple. J'aime bien Oui, l'ouest du Kosovo. Je pourrais parler de Prizren, de Đakova, de Peja, donc toute cette zone frontalière avec l'Albanie, voilà, et le Monténégro. Mais je dirais que c'est plutôt même général. C'est-à-dire qu'en fait,
dans chaque région du Kosovo, même si c'est pas grand, il y a une diversité, il y a une diversité dans les paysages de la campagne, de la montagne. C'est pas spécialement, pas toujours les villes, ça peut être des villages. Donc j'ai pas des coups de cœur comme ça. Moi, j'adore aller à Prizren parce que c'est Mhm. aussi là où je suis allé la première fois il y a 33 ans aussi. J'aime cette ville qui a gardé son très serein, très calme et puis toujours multiethnique malgré tout ce que racontent certaines personnes. Voilà, et puis l'air, c'est l'air, m'y promener, le nombre de sentiers qu'il peut y avoir. Enfin, se développe beaucoup le tourisme aussi, Mhm. le tourisme, le trekking, etc. Il y a énormément de choses à faire à travers les montagnes qui longent le Monténégro, l'Albanie. Et on peut passer de l'autre côté aussi. On peut aller faire un peu dans la journée. On peut aller de l'autre côté dans les montagnes d'Albanie, revenir. Et la frontière avec la Macédoine, il y a énormément de choses aussi qui se passent. Voilà, donc non, j'ai pas trois coups de cœur comme ça parce que à force de venir, si j'étais venu comme ça une fois à Flash, je dirais que j'ai trois coups de cœur. Mais Ouais. pour moi, c'est un ensemble d'atmosphères. En fait, j'aime bien le week-end quand je peux, soit par bus ou je pars quelque part. Et en fait, j'aime bien redécouvrir. Comme ça faisait longtemps que j'y étais pas en train de vivre, j'aime bien redécouvrir en fait les villes, les villages, m'y promener, écouter les discussions, voilà, et puis rencontrer à nouveau des gens que je connais, voir comment ils ont traversé le temps aussi, parce que moi, ça fait quand même plus de 3 décennies, donc c'est pareil pour tout le monde. À un moment donné, voilà, donc je n'ai pas vraiment trois coups de cœur comme ça, mais Très bien. Pas de souci. Est-ce que vous avez une routine particulière à Pristina? alors aujourd'hui j'en ai, mais parce que je suis focalisé sur énormément de travaux de traduction. Bon, ça, c'est autre chose. Mais j'ai une routine que, disons que quand je venais comme ça en coup de vent régulièrement, une fois par an, voire 2 fois par an, j'avais ma routine, c'était de retrouver c'est une échoppe, hein, on peut dire, c'est une échoppe qui survit au temps, un kebab tolé, hein, on peut manger des kebabs et tout ça, et puis on peut boire de la bonne rakia, et je connais le patron est toujours là, que je le connais depuis 97, il est là. En fait, c'est la petite gargote qui était en face de ce qui était mon premier bureau quand je travaillais au Comité international de la Croix-Rouge en 97. La maison où j'avais ce bureau a été détruite, c'est devenu un parking. Là, ils ont reconstruit une espèce de bar-restaurant. Mais voilà, c'est une routine que j'avais et je passais toujours dire bonjour, bien sûr, il restait là. Et puis le lieu n'a pas changé, il s'est même réduit. Voilà. Et puis donc c'était plutôt ça. C'est une question de quelque part le temps figé qui est là. Et à côté de ça, c'est devenu une rue très animée puisqu'on l'appelle la rue du Raki dans le jargon local énormément de bars, c'est vivant, etc. Mais ce lieu défie toujours le temps qui passe, malgré ses inévitables, évidemment, transformations. Voilà. Oui, Donc, c'était ma routine, voilà. très bien. Est-ce que vous avez des lieux de sortie, un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller où vous aimez passer du temps? Alors, c'est vrai qu'un truc que je regrette, dans le passé, je le faisais, beaucoup moins pour aller réécouter de la musique, du jazz ou même des groupes rock. Il y en avait, je sais qu'il y en a, mais je suis pas encore allé, hélas, parce que je sors plutôt au théâtre, en vérité. Il y a un théâtre plutôt alternatif, une scène alternative et bien vivante du théâtre Oda, où je vais dès qu'il y a un spectacle, parce que je connais notamment bien le metteur en scène principal, parce que c'est celui que je traduis régulièrement, que je publie quand je le traduis. On a encore eu un prix d'ailleurs de traduction récemment pour cette pièce. Donc c'est plutôt au théâtre que je vais. Je pense au Théâtre National prochainement parce qu'il commence à y avoir des bonnes programmations, enfin ils sont prévus. Donc, c'est plutôt le théâtre, voilà. Le D'accord. cinéma, pas vraiment. Les concerts, disons que je recommande beaucoup le festival de DocuFest, qui est devenu un peu une référence à Prizren pour Oui. le cinéma, qui est au mois d'août. Et d'autres choses qui se développent, la bande dessinée à PIA, il y a un festival aussi sur la bande dessinée, je suis pas encore allé, mais j'espère, voilà. En fait, je veux profiter de ma mission pour essayer de redécouvrir aussi d'autres, ces nouveautés qui n'existaient pas quand j'y étais dans mes premières périodes. Mais il y a aussi les librairies sur le boulevard Mère Teresa à Pristina. Et d'ailleurs, il y a même en anglais, enfin, il y a vraiment un peu pour tout le monde. Donc voilà, c'est plutôt Do- ça. Donc il y a un gros développement de la scène culturelle au Kosovo depuis quelques années. Oui, je dirais qu'elle a été assez présente, très vivante après la guerre, en fait, notamment musicale. Beaucoup de joueurs de jazz, de rock, tout ça, j'en ai côtoyé à l'époque. D'ailleurs, il y a un artiste, Ilir Bayri, mais il ne sort pas beaucoup de disques. Bon, on le trouve d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il lâche ses albums comme ça, et Ok. fait des choses intéressantes, mais sans doute qu'il y a d'autres scènes, mais peut-être que c'est l'âge où je ne vais pas
voilà, suivre tout ce qu'ils font. Ouais, alors j'avais lors de ma visite à Pristina, j'avais découvert un lieu culturel. Je crois que c'est Thermokis Mhm. qui a ouvert enfin récemment, il y a 3 4 ans, je pense, quelque chose comme ça, ouais, de 2017, je crois, quelque chose comme ça, peut-être un peu avant, qui est un peu le lieu underground de Pristina. Est-ce que vous y êtes déjà allé Alors, là-bas? on m'en a parlé, je ne suis pas allé, c'est vrai. Ok, ok, ok. Mais soit si c'est de la fainéantise, je ne sais pas. En tout cas, on en entend beaucoup parler dans les projets européens. Ils commencent Ouais. à se faire connaître un peu de Mais ce côté. j'encourage les jeunes à venir voir tout ça et je Mm. pense que, puisqu'en fait, c'est une question aussi de connexion par les réseaux, de savoir où ça se passe, à quel moment, et j'ai pas spécialement le réflexe, mais bon, d'autres l'ont plus Oui, rapidement. oui. Mm. On va parler gastronomie locale maintenant. Est-ce qu'il y a un plat typique du Kosovo que vous avez à nous conseiller? Ah bah, inévitablement, mais là, vous pourriez avoir plusieurs recettes, plusieurs goûts suivant les endroits, mais c'est la flie. La flie, qui est vraiment, comment dirais-je, alors c'est multiples couches de pâtes hein, superposées, mélange farine au beurre, du yaourt, du sel, etc. Mais tout ça fait à la fois plusieurs couches superposées. C'est très bon avec du yaourt ou du fromage blanc. Voilà, c'est la flie, FLI. Voilà. Mhm. Ok. Mais voilà, mais par ça, la cuisine locale, il y a plein d'autres choses, mais il y a aussi, bon, c'est un héritage des différents empires qui ont surtout, pour le coup, surtout ottoman, mais tout ça, c'est un héritage, mais comme ils s'imprègnent de toutes les cultures, de tout ce qui vient, vous aurez l'impression de manger à la maison aussi, parfois. Alors, comment on peut rencontrer des locaux sur place et est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement marqué? Euh, le problème, c'est que les rencontres qui m'ont marqué sont celles, sans doute, c'est très facile de rencontrer des gens, c'est pas vraiment pas difficile. Il suffit d'aller dans un café, de s'asseoir, prendre un verre, et puis voilà, il n'y a aucune difficulté pour ça. Mais moi, les rencontres qui m'ont marqué, c'est sans doute plus lié à ma première mission de plusieurs années, puisque je travaille au Comité international de la Croix-Rouge, et une de mes missions, c'était de visiter les prisonniers politiques et puis les prisonniers de guerre. Donc, je pourrais multiplier le nombre de rencontres qui m'ont marqué, mais disons que ça remonte plutôt à là, où je pourrais aller encore plus loin, il y a 33 ans, c'est toutes ces personnes qui ont pu nous accueillir de façon clandestine, pour pas qu'on ait de problème. Mais ensuite, voilà, oui, j'en ai beaucoup, mais j'ai peur de rentrer dans des considérations peut-être politiques, tout ça aussi. Je sais pas. Pas de Mais souci. je sais pas. Voilà. Très bien. Du coup, quel conseil vous donneriez à une personne qui souhaite visiter le Kosovo? Bon, déjà, si elle souhaite venir, c'est que je suis content, c'est qu'elle n'hésite pas à venir. Donc, surtout, c'est ne pas hésiter, ne pas tomber dans le. Moi, ce que je conseille, c'est d'apprendre vraiment à. C'est prendre le temps de circuler, prendre le temps de circuler en bus entre les villes, de s'arrêter, de discuter ouvertement avec les gens, hein, que ce soit dans le bus, dehors, tout ça. Et puis en profiter aussi pour sortir du Kosovo. Vous pouvez aller passer en Macédoine, en Albanie, vous refaites le tour, passer par le lac d'Ohrid, par exemple, vous remontez ensuite au nord de l'Albanie. Enfin, voilà, mais c'est d'y aller, en tout cas, c'est de venir vraiment sans aucun a priori. Voilà. Évidemment, le nord du Kosovo, on parle toujours de ça. Je ne souhaiterais pas en ce moment que d'aller faire du tourisme au nord du Kosovo. Pour l'instant, c'est pas la peine, mais le reste du pays, faut pas hésiter, quoi. Oui. Et du coup, faire attention aussi si vous arrivez, si vous allez au Kosovo, que vous voulez aller ensuite en Serbie, il peut y avoir des complications à la frontière, je crois, quelque chose. Je Oui, crois que c'est dans ce toujours. sens-là, ouais. Toujours parce que vous rentrez, donc si on vous met un tampon sur le passeport, on vous demande par où vous êtes rentré. Donc les frontières, il vaut mieux passer, sortir par Skopje et remonter par le sud de la Serbie, par Mhm. Preševo, Ouais. Preševo, Bujanovac, Oranje. Parce qu'effectivement, les autres postes frontières, ça peut être problématique si vous avez un tampon de la République du Kosovo. Mhm. Moi, j'avais fait le contraire. Je venais de Kraljevo et du coup, j'étais Ah, descendu au Kosovo, donc j'avais pas eu de souci c'est ça. de passeport. Mais en tout cas, j'ai déjà entendu ces problèmes-là quand on vient du Kosovo et qu'on veut aller en Serbie. Ouais, donc, Bah faire oui, on vous attention. retourne, on vous fait faire demi-tour et vous devez redescendre. Ouais. Voilà. C'est noté. Du coup, donc votre carrière vous a amené à beaucoup voyager, j'imagine. Comment est-ce que vous préparez vos voyages et est-ce que quand vous voyagez professionnellement, vous avez le temps de visiter les villes où vous allez? Alors toujours. Alors d'abord, comment je prépare mes voyages?
bien entendu, je suis un peu réseaux sociaux parfois parce qu'on peut trouver des sources utiles, mais moi j'ai besoin après de la matière papier, donc j'ai besoin d'avoir un truc que j'ai imprimé ou un livre qui me raconte le pays. Voilà, parfois un auteur du pays littéraire, parce que j'aurai toujours un roman avec moi au minimum, toujours un truc à lire, littérature. Mais par contre, je prends toujours le temps, toujours pas bien. Des fois, je peux venir, je suis pas toujours bien renseigné, pas assez, ça aussi. Mais par contre, je compense cela par vraiment prendre le temps de marcher dans la ville tout le temps. Tout le temps et je peux marcher longtemps dès que je peux, le soir, la journée pour. Voilà, c'est comme ça que je redécouvre les villes. Mais par contre, oui, beaucoup voyager, mais c'est vrai que je voyage plus avec le sac à dos, hein, ou alors parfois un petit sac à dos c'est mettre dans la cabine de l'avion, quoi. Ouais, c'était justement la prochaine question. Du coup, à part un livre d'un auteur du pays, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre sac à dos ou dans votre valise, du coup? Ah oui, alors là, en objet, franchement, le minimum en fait. Ouais, Je charge pas. ok. Parce que je suis toujours dans un esprit, on sait jamais ce qui se passe. C'est peut-être le côté urgence de l'époque de la Croix-Rouge, mais on sait jamais, il faut peut-être devoir partir vite. On est toujours un Hmm, peu resté. Donc, ok. les choses nécessaires que je dois avoir moi, avec moi, c'est toujours sur moi. Et ce qui est dans la valise, si elle est perdue, elle est perdue. C'est pas grave. C'est pragmatique au moins. Mais j'ai toujours de quoi lire. Ça, par contre, je ne supporterai pas de voyager sans pouvoir lire. Ouais. Vous avez des auteurs à nous conseiller un peu? Non, alors bah, je vous invite à voir et commencer à voir des auteurs publiés, en tout cas si, pour venir au Kosovo, bien sûr. Ouais. Il y a des auteurs à lire de plus en plus. Bon, j'en traduis, mais je ne vais pas citer, hein, vous allez trouver, mais en général, la littérature albanaise, mais les littératures des Balkans, je crois qu'il faut élargir. Il n'y a pas que, on peut, les auteurs, non, il y en a plein, mais là, comme ça, en tête, le Ouais. problème, c'est que vous prenez parti pour l'un, pourquoi vous n'avez pas cité l'autre? Alors, on avait découvert un petit auteur du Kosovo qui s'appelle Azem Deliu, qui n'est Ah malheureusement oui, pas oui, encore traduit en français. je sais, j'ai hésité à le traduire d'ailleurs. Ok, ok, ok. Mais effectivement, un auteur intéressant qui continue à monter. Je crois qu'il aura des choses intéressantes. Ouais, Je pense qu'il peut ouais, même encore faire mieux. Oui, ces histoires sont intéressantes. Alors, il est traduit en plusieurs langues, mais pas en ouais. français, effectivement. Mais ça, c'est mon problème, c'est parce que je suis au moins sur 5 projets à la fois de traduction. Ok, Donc c'est suivant mon humeur et le moment que je continue à traduire tel ou tel texte. ok, ok. Bah, Mais parce qu'il n'y a pas toujours des contrats au bout, enfin des contrats ouais, d'édition, après c'est une autre galère. ouais, bien sûr. Mais comme j'en ai déjà publié plusieurs, je commence à avoir effectivement mes propres contacts. Mais Ouais, très bien. Est-ce que vous documentez vos voyages et est-ce qu'on peut vous trouver quelque part sur les réseaux sociaux ou pas? je documente pas, non. Ok, Effectivement, je communique pas spécialement. Si je le fais de temps en temps, mais le reste, je suis plutôt sur Twitter et j'ai dû me mettre à Facebook, mais pour des raisons complètement autres, c'était plus pour de la vie politique locale où j'étais engagé il y a quelques années que j'ai dû me mhm, mettre à Facebook. Mais voilà, on peut me trouver là, mais je ne communique pas spécialement. très Parfois, bien, oui. J'ai pas de quelques souci. messages à passer, je le fais, mais toujours discret. Très bien. Est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui vous a donné envie de voyager quand vous étiez jeune? Quand j'étais jeune, oui, il y a eu des écrivains voyageurs. Euh, ça me souvient, Andrew Chatwin, par exemple, ou beaucoup de littérature espagnole et d'Amérique latine qui me passionnait beaucoup. Quand j'étais jeune, oui, pas spécialement de films, de vidéos, encore moins de vidéos Ouais. d'ailleurs. Mais je pense que tout cela, quoi qu'il en soit, c'est un tel voyage en soi que même on peut voyager et pas spécialement avoir un livre lié au pays. On peut Ouais. avoir, voilà, je ne sais pas. Mais non, moi, j'ai eu les écrivains voyageurs. J'ai eu à un moment donné un grand intérêt pour les écrivains voyageurs quand j'étais au lycée, effectivement. Mais voilà, tout Très ça, c'est un bien. peu passé maintenant. Et je lis bien d'autres choses, Oui, très bien, très bien. Je voulais revenir un peu sur les pays où vous voyagez assez souvent. Qu'est-ce que vous aimez bien quand vous allez en Macédoine, au Monténégro, ou au Kosovo, est-ce que vous avez des conseils sur ces destinations à donner à nos auditeurs et auditrices?
Euh, je- Ce que j'aime, c'est vraiment, moi, c'est vraiment circuler dans ces pays, recirculer et voir aussi qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui reste figé. Donc, moi, je conseille toujours le voyage en bus, en fait. Oui. Il permet de s'arrêter, pourquoi pas de décider de descendre là, et il n'y aura jamais de problème de trouver un hôtel, il n'y aura jamais de soucis comme ça pour se restaurer, etc. Voilà, donc je suis toujours allé effectivement dans la capitale, à Skopje, toujours ce sentiment un peu moins prégnant, mais de ville séparée en deux, donc c'est intéressant de vraiment traverser le pont et d'aller voir de l'autre côté. Voilà, en Monténégro. Monténégro, évidemment, vous avez le bord de mer qui est magnifique, bon, ça vaut le coup, mais vous avez aussi des différences entre le nord et le sud. Ne restez pas sur une impression. Mhm. Allez à Olchine au sud et remontez au-dessus de Budva jusqu'à Tsagnovi. Vous voyez, Podgorica, à voir, Tsétigné, à voir, bien entendu, dans l'histoire. On se demande comment autant de petits pays arrivent à produire autant d'histoires, d'ailleurs. Bon, mais voilà, l'Albanie, oui, bon, l'Albanie est magnifique, de telle diversité de paysages, de sud au nord, de l'est à l'ouest. Moi, j'ai mon petit faible en Albanie qui est plutôt pour la région de Korça, d'ailleurs, qui avait été à un moment donné, qui avait été sous la gouvernance française, Mhm. d'ailleurs. Il y a eu des troupes françaises. C'est le petit Paris, tous ces villages, beaucoup de villages où j'ai fait beaucoup de trekking il y a assez longtemps, que j'aime aller revoir aussi. Euh, Prendre le temps de la pause, même presque mais, à la pause au bord du lac d'Ohrid, une espèce Oui. de lac immense, figé, un peu Mhm. mystérieux comme ça. Et le lac de Prespa, on oublie souvent le lac de Prespa qui est derrière, Aussi, ouais. où les eaux coulent entre les deux lacs. Il y a des choses magnifiques qui sont là. Vous pouvez passer en Grèce et puis revenir de la Grèce, revenir en Albanie. Enfin, il y a énormément de circuits. C'est c'est pas si grand, donc on peut facilement. En fait, l'avantage, c'est vraiment des pays où on peut improviser facilement. Il n'y a Oui. pas besoin de s'organiser à tout prix, timing, à tel moment, ici ou là, quoi. Il n'y a jamais de difficulté pour rejoindre un lieu. Donc c'est ça qui est important. Il faut y aller un peu, avoir quelques points. Je veux aller là à un moment donné, je veux aller là, ici. Et puis, mais on peut facilement improviser pendant le parcours. Mhm. Et vous avez visité d'autres pays d'Europe de l'Est aussi? Oui, j'ai beaucoup été en Roumanie au début des années 90, bien sûr, la Bulgarie, et puis la Hongrie, oui, pas la Pologne. Ok. Pas la Pologne, par contre. Mais tous les autres, oui. Mais j'ai toujours fait la différence entre tous ces pays. Enfin, c'était déjà différent. C'est déjà très, dans l'esprit, à l'époque, dans l'esprit même de découvrir les pays de l'Est, nous, c'était l'Albanie qu'on visait parce que c'était le seul pays qui était fermé, qui n'était pas tombé. Donc, c'était ça qui nous attirait, quel était ce pays mystérieux. Les autres avaient déjà commencé à l'être moins. Et ça faisait quoi, 1 an, 2 ans qu'ils s'ouvraient. Et ils commençaient déjà à l'être, peut-être parce que aussi, il y avait un rejet un peu enfin, il y avait un Un rejet peut-être système. philosophique d'un monde peut-être un peu occidental et on voulait voir qu'est-ce qui va se passer, une troisième voie, à quoi ça peut ressembler. Enfin, on se faisait un peu un idéal de ces pays de l'Est et on sentait que ce qui se passait déjà à vitesse grand V dans ces pays voulait prétendre à ressembler fortement à ce qu'on avait déjà chez nous. Donc en fait, on voulait aller plus au sud. Oui. Mais je dis qu'à l'époque, quand on a allé dans ce qui était encore la Yougoslavie, on ne connaissait rien de la Yougoslavie. On ne savait pas, on y est allé complètement sans savoir. Je suis même pas certain qu'on savait qu'on était au Kosovo quand on était à Pristina. Enfin, on a dû Oui. l'apprendre au premier jour ou au deuxième jour parce qu'on nous a expliqué vite fait ce qui se passait. Mais nous, dans l'idée, c'est qu'on était là parce qu'on sur la carte, on avait l'impression que la route la plus courte pour aller en Albanie, c'était ça, quoi. Mhm. Complètement naïf. De toute façon, on nous avait déjà recommandé de même pas aller en Albanie, parce qu'on nous avait dit qu'on serait fusillé à la frontière. Donc, c'est déjà ce qu'on nous racontait. Donc, je pense que heureusement qu'on n'a pas été assez fou, qu'on a vite compris, parce qu'en fait, on s'est fait expulser par la police serbe, en fait, ou yougoslave, près de D'accord. la frontière. Donc, ils nous ont renvoyés, quoi, je puis dire. Donc, malheureusement, ils nous ont pas laissé passer à la frontière, de toute façon, à l'époque. Mais, mais voilà, mais on sentait que c'était déjà des pays de l'Est complètement différents. Et d'ailleurs, on appelle ça les pays du Sud-Est européen. Mhm. Oui, D'ailleurs, oui. c'est intéressant de voir comment la Roumanie et la Bulgarie ont voulu un peu se séparer, de se dire qu'ils n'étaient pas des pays balkaniques, Mhm. alors que le Mont Balkan, est chez eux. Ouais, tout à fait. La chaîne de montagne des Balkans, Et il y effectivement, a elle est. aussi effectivement des différences. Bon, mais
Mais il y a des différences parce qu'il y a eu la guerre, et puis que la guerre, Ouais. c'était notre héritage, et c'est beaucoup d'autres problèmes. Mais c'est comme on dit aussi que la Slovénie fait pas partie des Balkans, alors que la Slovénie est complètement dans les Balkans. Et oui, mais beaucoup plus tourné à l'ouest, et puis Tout à fait. toutes les richesses industrielles. Effectivement. Tout à fait, tout à fait. Si je vous dis le mot Haïdé, ça vous fait penser à quoi? Ah, Haïdé, on le dit beaucoup ici, comme partout dans la région, c'est vraiment le mot passe-partout. D'ailleurs, je me demande s'il passe pas, si ça vient pas du turc, mais c'est possible. Et Ouais. par contre, et là, je remercie le Courrier des Balkans qui récemment a fait un long article sur le tube turbo-folk serbe d'une chanson d'une chanteuse serbe, Haïdé, justement, c'est le nom du titre, et que l'on apprend d'ailleurs, c'est très intéressant d'apprendre que ça a été finalement une chanson récupérée d'une chanson d'Albanais du Kosovo, d'un duo en 2003, qui eux-mêmes, je crois, l'avaient récupéré d'une mélodie plus ancienne qui était de musique de mariage. Mais en fait, c'est parti de mélodies qui sont d'Albanais du Kosovo et ça a été récupéré par la chanteuse populaire folk serbe, qui elle-même a reconnu qu'au début, elle avait entendu la version bulgare, mais que la réalité, c'est qu'elle a vraiment pris sa chanson sur la base de la version albanaise du Kosovo. Donc, Haïdé, c'est surtout ça. Je trouve non seulement le mot est passe-partout, Ouais. mais finalement, la musique peut relier un peu tout le monde, même si moi, je suis pas du tout un fan du turbo folk, donc donc voilà, Oui. Haïdé. Mais effectivement, ça vient du turc ottoman. Effectivement, ça vient de cette époque-là. On va arriver bientôt à la fin de ce podcast. Je vais vous lancer un défi avant de terminer le podcast. Est-ce que vous pouvez m'apprendre quelques mots dans la langue du pays dont on parle, donc la langue du Kosovo, qui est l'albanais, c'est bien ça? Eh bien oui, c'est l'albanais, même si on peut trouver des variantes par rapport à ce qui est parlé comme albanais en Albanie, mais c'est l'albanais et il y a des mots, la plupart des mots sont communs. Mais apprendre à dire bonjour avant ou après avoir dit Haïdé, ça peut être utile. Donc, Mirdita, bonjour. Mirdita. Mirdita, ouais. Mirdita. Mirdita. C'est d'ailleurs ce mot que j'ai appris, qui m'a été essentiel il y a 33 ans, puisqu'il m'a fallu apprendre en 2, 3 jours comment on disait merci, et je pourrais vous apprendre à dire merci, fallait minderit. Oui, Faleminderit, ça j'avais Mais, déjà entendu, ouais. mais en 90, j'ai dû apprendre à dire merci en albanais et en serbe et ne pas me tromper à qui je disais merci. Et quand je l'ai dit à un vieil Albanais à qui j'avais demandé de l'eau, le sourire, quand j'ai dit fallait Minderit, j'ai compris que je m'étais pas trompé et j'ai Ouais. compris que c'était bien la langue albanaise que je devais apprendre en premier. Ok, très bien. Et du coup, pour terminer le podcast, est-ce que vous avez une recommandation à nous faire? C'est une recommandation, oui. Bah écoutez, je suis pas sur les réseaux sociaux spécialement, donc je vais pas vous recommander des choses là-dessus, mais je dirais que tout le monde apprenne bien à chercher la bonne information. Ouais. C'est important, c'est devenu un défi dans la région. Et Mm. ce qu'on dit et ce que l'on sait de la région, c'est devenu important. Donc, voilà ce que je peux dire comme recommandation. Très Donc, bien. méfiez-vous de tout ce qu'on dit. Eh ben, merci beaucoup, Sébastien, pour votre temps Merci Thibaut pour cette invitation. et à bientôt. À bientôt et bon courage pour la suite. Merci. Miro Pavshin. Au revoir. Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin, merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre Haïdé sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt!